Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Nouveau lundi, nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session, bienvenue. Avant que je vous donne le thème du podcast d'aujourd'hui, voilà, je voulais vous indiquer, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux ou simplement si vous nous suivez sur YouTube ou sur une plateforme de streaming, on a lancé hier le premier épisode d'un tout nouveau podcast qui s'appelle Hoop Culture, présenté par Pierre-Armand Samama et moi-même, dans lequel l'idée, ça sera vraiment de parler, pas simplement du basket au sens ce qui se passe entre les lignes du terrain, mais d'aller plus loin, un petit peu comme on peut le faire dans le MOOC Rivers, d'aborder, ça peut être du cinéma, de la musique, des séries, des sneakers, la mode, un petit peu tout ce qui peut concerner les balleurs ou les basketteurs, mais qui est pas strictement ou qui est pas forcément strictement du basket. Voilà, on a fait le premier épisode qui est un épisode de présentation, on vous explique un petit peu le concept, on se présente un petit peu l'un et l'autre. N'hésitez pas à aller écouter, faites-nous un retour. On est toujours friand, vous le savez, de savoir un petit peu ce que vous pensez de nos productions. On sera ravis de voir ça et puis de pouvoir vous y répondre. Et voilà, ça sera un rendez-vous donc hebdomadaire tous les dimanches après-midi. Un nouvel épisode du podcast Hoop Culture. On espère que ça vous plaira. En tout cas, on va essayer de faire quelque chose de sympa tout au long de la saison. Mais pour aujourd'hui, ce qui nous occupe, je suis rejoint par mes confrères habituels, mes partners in crime, Shai Mamou, Antoine Pimel. Pour l'émission d'aujourd'hui, on cherchait un sujet un petit peu intéressant et on s'est dit que finalement on connaissait assez bien qui étaient les authentiques franchise players actuels de la NBA, les joueurs autour desquels on peut bâtir une équipe et espérer aller loin. On s'est posé la question de savoir qui étaient les meilleurs lieutenants. Alors pour définir un petit peu, expliquer un petit peu ce dont on va parler, ce qu'on entend par lieutenant, c'est des joueurs qui sont le deuxième meilleur joueur ou la deuxième meilleure option d'une équipe qui peut espérer aller loin, qui peut avoir des objectifs. C'est un petit peu là-dessus qu'on s'est mis d'accord. Et donc pour parler de tout ça, je vous l'ai dit, je suis rejoint par Shai et Antoine. Et pour procéder, plutôt, on va faire comme même principe qu'une draft. On va choisir un joueur chacun notre tour en expliquant pourquoi on le verrait à cet endroit-là ou pas. Et on fera 5 tours. C'est ça, hein, Shai et Antoine, on s'est mis d'accord sur 5 tours. C'est ce qu'on avait dit, ouais. Ok, 5 tours de draft de 3 joueurs. Donc on va partir là-dessus. Antoine a essayé de trader des pics avec moi pendant qu'on commence, mais j'ai catégoriquement refusé. J'ai tanké toute l'année juste pour ça. J'espère bien être récompensé. Voilà. Il a essayé d'envoyer 2 tours de parole contre Paolo Banchero aux Blazers, mais Shai n'a pas mordu à l'hameçon. Très bon. Bon, alors, dans quel ordre procéder? On a hésité à faire pile ou face, concours de bras de fer, concours de tir à 3 points. Finalement, on s'est dit qu'on allait faire du plus jeune au plus âgé pour éviter de s'afficher trop. Donc, l'honneur revient à Antoine. Antoine Pimel from Basket Session with the first pick, select. Alors, moi, j'ai un premier choix très, très controversé dans le sens où ça ne correspond pas à la définition que tu as donnée. Je pense que le gars que j'ai choisi, c'est le meilleur joueur de son équipe, mais j'ai l'impression qu'il aura un vrai rôle de deuxième option. Et j'ai donc choisi Kevin Durant. Mais quel voleur d'idées! Je me suis pris la tête à faire tout un tableau Excel. Dis-moi, c'est la première fois de ma vie que je fais ça pour un podcast. Et c'est tout en haut de ma liste. Bravo Antoine, bravo. Mais on a commencé par le plus jeune. Pour moi, Kevin Durant, qui est un franchise player, je pense, en vérité. Mais je suis content qu'on soit du même avis, du coup, sur le fait que ça sera une seconde option dans les faits. Et ce qui est ironique, c'est que c'est peut-être le franchise player qui a peut-être été le plus souvent dans un rôle de seconde option. Pas à Brooklyn, pas complètement à Golden State. À Golden State, si on avait fait ce podcast à l'époque où Durant jouait aux Warriors, je me demande si j'aurais pas triché et mis Stephen Curry, qui jouait beaucoup le facilitateur. Mais oui, j'ai l'impression que Durant a quand même cette aptitude à sacrifier une partie de son jeu, la partie notamment ballon en main ou qui va dribbler, jouer des pick and roll, parce que c'est quelque chose qu'il sait très bien faire malgré sa taille, pour remplir d'autres rôles en attaque, c'est aussi un défenseur de qualité. Et je pense qu'au Suns, on va essentiellement le voir sans ballon, prendre des coups, curl pour aller prendre des pick en pas, curl, prendre des tirs à mi-distance, jouer quelques post-up et être un peu à portée tout autour de Booker. Je pense que c'est un meilleur basketteur que Booker, c'est un meilleur joueur que Booker. Après, voilà, ils n'ont pas le même âge aujourd'hui. Booker est en plein dans son prime physique, alors que Kevin Durant justement sort de quand même plusieurs blessures, dont une grave blessure qu'on connaît bien, c'est sa rupture du tendon d'Achille, même si c'était déjà il y a 4 ans.
Kevin Durant, voilà, va lui s'adapter autour et je pense faire tout ce dont Booker a besoin, entre guillemets, tout en ayant ses billes, hein, bien sûr. Hein. Kevin Durant, il va émettre des points. Par contre, je pense pas qu'il sera meilleur marqueur des Suns. Là, pour le coup, encore moins maintenant qu'il y a Bill à côté. Mais si je dis pas de bêtises, en fait, l'an dernier, depuis qu'il est arrivé, Booker a toujours mis plus de points que lui. En tout cas, en playoff, c'est sûr. Donc voilà, moi, Kevin Durant, pour moi, sera la meilleure. C'est même peut-être la deuxième option ultime. Et du coup, s'il y a un truc qui devait ralentir les Suns, c'est très ironique ce que je vais dire, mais j'en profite pour le placer. J'adore Devin Booker. Enfin, en tout cas, je l'ai adoré sur ses playoffs. C'est pas un joueur que j'ai toujours adoré, mais je l'ai adoré sur ses playoffs. Mais alors, c'est pas forcément ce qui va empêcher les Suns d'être champions. Hein. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre en avant, que ce soit le roster, etc. Je me demande, tu vois, Kevin Durant, c'est la deuxième option ultime. Mais je me demande si Devin Booker, c'est pas la première option la plus faible, hein, loin de là. Mais je suis pas sûr que ça soit une des 3-4 meilleures premières options de la ligue, tu vois. Voilà, c'est un peu le paradoxe des Suns. Mais du coup, oui, je vois Kevin Durant comme une deuxième option. Voilà. Bah, en fait, je partage tout à fait ton avis. Je te dis, moi, je l'avais mis aussi en premier. Ce qui est paradoxal avec Kevin Durant, c'est que j'ai l'impression que c'est peut-être le premier joueur de l'histoire qui peut passer du statut de franchise player à deuxième option sans avoir à changer quoi que ce soit dans son jeu, en fait. Je pense qu'il peut jouer exactement de la même manière. Simplement, le jeu sera moins centré sur ses besoins à lui, tout simplement parce qu'il n'a pas beaucoup de besoins, en fait. C'est un mec que tu mets dans n'importe quel système qui va être efficace, que les défenses vont devoir respecter, qu'ils prennent 20 tirs ou qu'il en prenne 15, les défenses vont devoir le respecter tout autant, ce qui veut dire qu'il va avoir toujours ce même effet de fixation sur la défense. Et simplement, je pense que on l'a vu, enfin on en avait parlé un petit peu en fin de saison, sur ces deux dernières campagnes en play-off se sont terminées par des moments où on sentait qu'il commençait à manquer de jus, que ce soit contre Boston il y a 2 ans ou l'an dernier dans la dernière série des Suns. Et donc c'est en ça que je le vois être potentiellement le lieutenant ultime, c'est que le jeu, finalement, il sera centré, je pense, autour de Devin Booker. Ça ne veut pas dire que Kevin Durant ne fera pas ses stats, loin de là. Simplement, voilà, il n'y a pas besoin que ce soit lui le point central de l'attaque des Suns. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Moi, je ne sais pas si... j'y ai pensé, hein, Kevin Durant dans les listes, mais au final, je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas gardé ou pourquoi je ne l'aurais pas pris en first pick si j'avais eu le choix d'Antoine, par exemple. Je ne sais pas si, quand tu as deux joueurs qui sont aussi forts comme je pense vont l'être Devin Booker et Kevin Durant, ou comme l'ont été Kevin Durant et Stephen Curry, j'arrive pas à les départager, à me dire que c'est pas une entité quand ils sont à deux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de différence, il y a une hiérarchie qui me semble pas assez établie. Alors, pas dans le groupe, attention, je parle vraiment sur le terrain, sur le strict plan sportif, parce que Curry et KD, ça fonctionnait très bien sans que... il y a eu une sorte, ok, il y avait peut-être eu un sacrifice, comme ils aiment bien dire, avec des points en moins, mais je veux dire, ils avaient une production telle tous les deux. Et là, je pense que Booker et KD vont avoir une production telle que je ne l'ai pas mis. Après, si KD est plus dans une approche à la Dwayne Wade à Miami, avec du recul où tu passes du statut clair et incontestable de franchise player à lieutenant, c'était pour LeBron, c'était un lieutenant, parce que même s'il arrivait parfois à prendre le jeu à son compte, ça restait vraiment la deuxième option. Donc, c'est pour ça, j'ai pas voulu prendre ce risque-là, mais ça s'entend évidemment. Et s'il y a un joueur de la classe de KD qui peut être un lieutenant, c'est bien KD justement. Il n'y en a pas beaucoup, à mon avis, dans l'histoire même récente, qui peuvent prétendre à être le meilleur lieutenant comme ça avec ce niveau de jeu. Donc je tolère, mais je l'aurais pas fait. C'est parti. Allez, Shai Mamou on the clock pour ton premier tour de draft de ce meilleur lieutenant de NBA. Bon, alors moi, j'ai choisi un joueur qui, selon moi, incarnait parfaitement le statut de lieutenant, c'est-à-dire pas assez fort, je pense, même s'il l'a été récemment un petit peu quand même, par la force des choses, pas assez fort pour être un franchise player incontestable et qu'on te dise cette équipe-là, avec ce joueur-là, c'est sûr qu'elle joue à minima les playoffs. Et en même temps, tellement parfait dans ses qualités offensives et défensives pour être un lieutenant qui me semble incontournable. J'ai choisi Michael Bridges. Alors, c'est peut-être un peu haut, j'en conviens, parce qu'il y a des joueurs qui ont un CV plus ronflant que Michael Bridges, plus expérimenté, tout ça, qui ont été des franchise players. Mais pour moi, dans la définition que je me fais du lieutenant, c'est-à-dire que Michael Bridges, c'est un des meilleurs défenseurs de toute la ligue, on est d'accord? Je dis en 2023, hein. On parle pour la saison qui arrive. Hein. Si je devais construire... Oui, c'est pour la saison qui arrive, absolument. Voilà. Ouais. Michael Bridges, avec ce qu'il a fait à Brooklyn, où il a montré qu'il était capable d'être le meilleur marqueur de l'équipe, et à la fois le meilleur défenseur de l'équipe. Je veux dire, pour moi, je ne vois pas beaucoup d'autres joueurs
que ce soit dans cette tranche d'âge ou au-dessus, qui serait aussi parfait. J'ai hésité avec d'autres joueurs qui ont un peu dont on parlera sans doute après, qui ont cette particularité d'être très bons offensivement, très forts défensivement et suffisamment, je pense, conscient qu'il y a un joueur au-dessus d'eux qui est bien meilleur et qu'il n'y aura pas de guerre d'ego. Je pense que Bridges, il entre totalement dans cette catégorie-là. Eh ben écoute, très beau, parce que moi c'était mon 3e choix, donc je l'avais mis très haut aussi. C'était mon 3e choix. Je l'ai beaucoup plus bas. Je l'ai dans ma liste, mais beaucoup plus bas. Enfin, beaucoup plus bas. Faut pas exagérer, pas beaucoup je vais plus donner bas. Je vais donner ses stats à Brooklyn l'an dernier, quand même j'ai pas gardé ses stats sur la saison, j'ai juste gardé celle à Brooklyn parce que son statut a tellement changé que je trouve que c'était plus parlant. Donc l'an dernier, c'était 26,1 points, 4,5 rebonds, 2,7 passes. 47,5% au tir, 37,6% au tir. Et ce qui est intéressant, c'est que même ses pourcentages de réussite n'ont pas beaucoup bougé entre le moment où il était aux Suns et le moment où il était aux Nets. Donc même avec le volume qui a augmenté, le fait de devoir prendre plus de tirs aussi en sortie de dribble, d'être plus à la création pour son équipe, les stats, ses pourcentages sont restés excellents. Donc moi aussi, je l'avais vu très haut et je l'avais mis 3e dans mon classement. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de faire un... C'est-à-dire qu'à mon avis, son réel niveau et son réel rôle se situent entre ce qu'il y avait à Phoenix et ce qu'il a dû faire à Brooklyn l'année dernière. À Phoenix, c'était pas le numéro 2. Il était peut-être numéro 3 avec un rôle peut-être quand même plus défensif. Il scorait beaucoup moins. Et là, à Brooklyn, où il était option numéro 1 sur la fin de saison, je pense vraiment que c'est un lieutenant parfait. On a souvent dit, même entre nous, qu'à Brooklyn, ils avaient déjà le lieutenant parfait et qu'il leur manquait peut-être la superstar pour être vraiment un prétendant au titre. Moi, je trouve qu'il a un côté Chris Middleton, mais en moins bon créateur. Et du coup, je sais pas si je le vois. Genre là, en 2023, je sais pas si je trouve ça un poil trop léger en 2e option ou si je me dis c'est la 3e option parfaite. Ça dépend vraiment de qui t'as devant. J'aurais pu mettre Middleton. J'ai pensé à Middleton, justement, c'est ce que je sous-entendais tout à l'heure, parce que pour moi, ça remplit les mêmes cases, c'est-à-dire qu'il est suffisamment bon offensivement pour n'importe quel soir claquer 25-30 points, et à la fois c'est un très bon défenseur. Alors il y a le côté playmaking qui est intéressant aussi, et à la fois il va jamais rentrer dans une guerre d'ego avec son franchise player. Sauf que Bridges me semble sur une pente plus ascendante, notamment parce qu'il n'a pas eu les mêmes pépins physiques que Middleton. Ouais, moi aussi, ses capacités défensives m'ont fait le placer très haut aussi, parce que je pense que c'est un des... Alors pas des seuls, parce qu'il y en a d'autres, mais un des rares en tout cas, qui peut avoir impacté son équipe autant d'un côté que de l'autre. Et vraiment, même si j'adorais le joueur du temps des Suns, j'étais pas sûr qu'il soit prêt à sauter le cap. Ce qu'il a fait à Brooklyn était vraiment intéressant. On verra maintenant aussi cette année, maintenant que les défenses aussi savent un peu mieux ce qu'il est capable de faire, ce qu'il pourra donner. Mais ouais, je l'avais très haut aussi. Allez, je vous donne mon first pick du coup. Ouais. Donc, ton pick. Ton premier tour, quoi. Ouais. Mon premier tour, pardon. Ouais. Mon premier pick du premier tour. Et ben donc, du coup, c'est Anthony Davis. Alors, c'est surprenant et pas surprenant. Pas surprenant d'un point de vue stat. Voilà, l'an dernier, presque plus de 25 points, 12,5 rebonds, 2,6 passes, 56% au tir. Une défense complètement folle en playoff. Meilleur défenseur des playoffs pour moi l'an dernier. Voilà, je disais un peu surprenant parce que je suis parfois assez critique avec ce joueur. Ses pépins de santé à répétition sont vraiment handicapants pour son équipe. Malgré tout, quand il peut jouer, je pense que c'est vraiment un peu le lieutenant aussi idéal parce que impact énorme en attaque, impact énorme en défense. Il peut, parfait pour le basket moderne. Il a accepté son rôle de 2e option, enfin du moins de lieutenant. Je pense que c'est quand même naturellement celle qui lui convient le mieux. Donc voilà, pour moi c'était AD mon premier choix, mon choix au premier tour. Du coup, on a le même tableau, toi et moi, en tout cas sur les 2 premières places, que moi aussi j'avais Davis en 2. Je trouve aussi que c'est la 2e option des Lakers. En fait, c'est marrant parce que j'ai hésité à mettre LeBron à un moment dans le truc, et je dis mais LeBron en fait il joue pas comme une 2e option, tu vois. Alors qu'Anthony Davis, offensivement, ça ne sera jamais vraiment une première option, même s'il a le talent. En fait, ce n'est pas une question de talent, c'est plus, je pense, une question de type de jeu, de personnalité. Je trouve que si lui, c'est le gars qui va combler plein de brèches, défendre fort, et qui en plus mettra ses tirs, et par moment effectivement tu vas jouer sur lui pendant quelques possessions, tu sais, il y a des moments dans le match où tu vas jouer comme si c'était lui la première option offensive, voire parfois quelques matchs entiers où tu joues comme si c'était lui, mais sur l'ensemble d'une saison ou d'une campagne de playoff, c'est pas vraiment ta première option, c'est pas vraiment ton premier joueur, tout en étant paradoxalement ça peut être ton meilleur joueur. Je me souviens que quand les Lakers gagnent le titre, plusieurs joueurs des Lakers considéraient Anthony Davis comme le meilleur joueur du monde et de la ligue.
Mais je trouve aussi, pour tout ce que tu as cité, je trouve que c'est une super deuxième option. Mais l'idée d'Anthony Davis en soi, en lui-même, évidemment, moi je l'aurais pas mis. Contrairement à vous, je l'aurais pas mis parce que alors, on reste sur une bonne impression de Davis et ça a fait du bien de le voir jouer, de le voir aussi fort défensivement et tout ça. Mais là, je repars sur une saison. Admettons, là, vu qu'on parle de 2023, j'arrive pas à me dire c'est du safe, c'est du premier tour, tu vois. En premier tour, je le prends, mais je suis d'accord avec vous. Et par contre, ça m'a fait penser aussi au passage de Charles Barkley chez Bill Simmons il y a pas très longtemps, où il disait LeBron, il devrait aller le voir et lui dire mec, j'ai 120 ans, ça suffit d'être lieutenant, c'est à toi de prendre l'équipe, j'en peux plus, mes genoux sont et donc peut-être que le fait que ce soit frustrant de le voir être que un lieutenant, notamment à cause de ses pépins physiques, mais pas que. Comme tu le disais, Théo, je crois, sa personnalité me semble aller plus avec celle d'un lieutenant. Il a été franchise player aux Pelicans, mais ça n'a pas débouché sur énormément de choses en termes de bilan collectif. Mais bon, je comprends. En talent, c'est évident, mais en talent, ça devrait aussi être un franchise player incontestable, en fait. Ça devrait être peut-être un des tout meilleurs joueurs de la ligue, de sa génération, de tous les temps. Voilà, bon, c'est pas le cas. Et je sais pas si je le prendrais en premier tour, comme vous l'avez fait. Et j'avoue que c'est bien, ça m'enlève une épine du pied parce que j'aurais sans doute hésité dans les tours suivants et je me serais peut-être dit est-ce qu'il faut que je le prenne, est-ce qu'il faut que pas que je le prenne. Donc voilà, ça m'évite quelques mots de tête. Très bien. Allez, vas-y, Antoine, tu vas pouvoir enlever un autre mot de tête à Shai. Ouais. Ah, pardon. Vas-y, pour le deuxième tour, je te laisse inaugurer le deuxième tour. Ouais, alors du coup, j'ai beaucoup hésité. Moi, sur ce pic, j'ai beaucoup hésité à mettre mon troisième nom. J'ai pris Jaylen Brown. Jaylen Brown est le troisième nom, donc là, il est pris en 4 du coup dans notre draft, mais c'est Jaylen Brown mon troisième nom. Ce qui m'a aidé à me déterminer, c'est que j'ai réfléchi à quelle serait ma première option, parce que pour moi, ça colle pas parfaitement avec Tatum, mais ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Là, nous, dans notre draft fictive, on parle vraiment que de seconde option, on prend pas toujours en compte qui est devant lui. Je me suis dit, si Jaylen Brown il jouait avec Luka Doncic, on le considérerait peut-être comme la meilleure deuxième option de la ligue. Et c'est ce qui m'a poussé à le mettre devant d'autres joueurs. Je vous laisserai les noms après, ça dépend de qui est pris. Mais je me dis que voilà, il a quand même ce côté, il est capable de scorer, il a le côté un peu hit check, mec capable de prendre feu. Alors c'est pas le meilleur dribbleur de la ligue, hein, ça fait marrer tout le monde, sa main gauche et tout, mais bon voilà, c'est quand même un vrai bon scoreur. C'est un joueur qui je trouve joue dur. Et je sais pas trop quoi penser de son leadership, donc je préférais qu'il y ait une autre figure, mais plus établie, encore plus que Tatum en fait, au-dessus de lui. C'est pour ça que je trouve qu'avec Luka, mec qui a vraiment beaucoup le ballon, je trouverais ça intéressant parce qu'il va défendre dur, c'est lui qui va se coltiner. J'aimerais qu'il prenne une espèce de carrière à la Jimmy Butler. Après, Jimmy Butler est une première option, hein, mais voilà, qu'il essaye d'embrasser un peu un espèce de rôle un peu comme ça. Et je trouve que si Jaylen Brown arrive à faire ce pas, je pense vraiment qu'il sera toujours trop limité pour être une pure première option, alors que paradoxalement, ça peut être le meilleur marqueur. En fait, ça peut être ton meilleur marqueur, ouais. ça pourrait être le meilleur marqueur des Celtics, ça me choquerait pas, tu vois. Je pense même que ça serait même potentiellement une bonne chose pour Boston. On en avait parlé même d'ailleurs. Exactement, parce que, ouais, parce que ça voudrait dire que Tatum est dans un registre encore plus Tatum qui, à force, dans 3-4 ans, pourra peut-être un jour prétendre être dans ce classement au passage. Aïe. Peut-être qu'il y a un moment des Celtics à dos, là. Non, mais pour l'instant, c'est un franchise player, c'est une première option, il n'y a pas de doute aujourd'hui. J'ai dit dans 3-4 ans. Il y a des mecs, Pau Gasol, au début de sa carrière, excuse-moi, tu vois, Dwayne Wade, comme tu l'as cité, c'était un très bon exemple, je trouve, tout à l'heure, Dwayne Wade au Heat. Après, c'est des cas particuliers, hein. Tu as l'arrivée de LeBron James, etc. Pau Gasol, il joue avec Kobe. Mais Tatum, peut-être qu'un jour, il se figurera dans ce classement. Mais en attendant, bref, tout ça pour dire que Brown, je trouve qu'avec sa défense, avec son style de jeu, le mec quand même qui est capable de couper, enfin, il faudrait qu'il se motive vraiment à jouer essentiellement sans le ballon. Je pense que ça pourrait être une autre seconde option absolument redoutable. Je comprends ce que tu dis. Je l'avais mis très haut aussi. Hein. Et après, si je ne l'ai pas pris devant certains joueurs, c'est parce qu'il y a le petit paramètre qui fait que la définition du lieutenant est incertaine pour moi. Bah, bon, ok, oui, il a la capacité à scorer fort et à être le meilleur marqueur de l'équipe, ça, il n'y a aucun souci. C'est un excellent défenseur, ça rentre aussi dans les critères. Mais le côté l'ego qui démange un peu et qui te fait dire est-ce que je suis vraiment un lieutenant, tu vois, ce que, à mon avis, Michael Bridges ne se dira pas ou jamais, enfin, peut-être que je me trompe, hein, et d'autres joueurs ne se diront pas, peut-être même Anthony Davis, je ne pense pas qu'ils sont en quête de ça particulièrement à ce stade de sa carrière.
Jaylen Brown, avec tout ce qu'il a dit, la manière dont il se sent un peu lésé par rapport à Tatum dans la hiérarchie auprès de la franchise, tu sais, auprès des dirigeants, il sent qu'il a un tout petit peu moins aimé, apprécié auprès de la fanbase même, hein, d'ailleurs. Et je pense qu'il aura cette frustration qui fait que ce sera pas le lieutenant et que c'est pas le lieutenant optimal. Par contre, c'est un excellent joueur et j'irai plus loin. Je serais même, du coup, pour le coup, je suis comme toi pas persuadé que ça pourrait être un franchise player. Par contre, je serais curieux de le voir justement en première option d'une équipe différente de Boston, évidemment, parce que je crois pas que Tatum aille ou que ce soit ailleurs que Boston. Mais donc c'est pour ça que moi je l'ai pas pris aussi haut. Par contre, il arrive très vite, évidemment, parce qu'il il est la définition du lieutenant que tu as envie d'avoir, quoi. Et défensivement fort, offensivement fort, c'est un excellent joueur. Et puis il est encore jeune. Ah bah, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Moi, il était 5e moi, dans mon classement. Donc, ouais, mais moi, comme toi, Antoine, de toute façon, on a beaucoup parlé forcément de Brown et Tatum l'an dernier. Je pense que moi, c'est vraiment un bon lieutenant. Je le vois comme une vraie deuxième option, un lieutenant d'élite, entre guillemets. Et je te rejoins sur ce que tu disais, du genre, ça pourrait être un lieutenant qui est le meilleur marqueur de son équipe. Pour moi, ça a beaucoup de sens. Ça. C'est comme ça que, potentiellement, je pense que ce serait peut-être la meilleure solution aux Celtics. Ouais. Allez, Shai, je te passe le bâton de parole. Bon, faut que je vois ma liste et que j'essaie de pas faire de bêtises. Faut pas vouloir jouer l'original à tout prix. Je pense que je vais prendre un joueur qui, selon moi, à chaque fois a quasiment 2 mois dans chaque saison où il est dans la course au MVP, je crois qu'Antoine l'avait défini comme très très bon partout, mais excellent nulle part. Je pense qu'il aurait permis à Dallas de jouer le titre immédiatement plutôt que faire tous les moves qu'ils ont fait là et d'être dans une incertitude totale. Moi, je choisis Pascal Siakam avec mon deuxième tour, du coup. Je pense qu'il est aussi... il a été un peu franchise player des Raptors parce que c'est leur All-Star incontestable, c'est souvent leur meilleur joueur sur le terrain, mais ça entre aussi dans la même définition que j'ai faite tout à l'heure avec Bridges. Je pense pas qu'il poserait de problème. Il n'a pas cette envie forcenée d'être le numéro 1 de l'équipe. Et en même temps, il facilite tellement le jeu. Je veux dire, la saison avec Kawhi, il était un peu en mode... c'était son ascension, il commençait à éclore. Donc, il n'y avait pas de statut aussi défini que le lieutenant c'est Siakam, il y avait d'autres joueurs. Mais là, je pense qu'il en a ce stade de sa carrière où il facilite le jeu, c'est un bon playmaker, c'est un bon défenseur, il est capable de scorer. Je le trouve parfait. C'est ce regret que j'ai pour Dallas, c'est parce qu'à un moment, je trouvais que le fit était parfait, on en a parlé plusieurs fois. Ça ne s'est pas fait et je pense que ça ne se fera pas dans l'immédiat. Donc, je pense qu'à peu près n'importe où, il y a aussi ça aussi. Il y a la capacité d'adaptation ou d'imagination du joueur en question partout dans la ligue. Je pense que Siakam, il serait excellent en deuxième option dans quasiment toutes les équipes NBA, à part celles qui ont déjà une hiérarchie très très établie entre le numéro 1 et le numéro 2. Mais je le vois. Lui aussi n'est pas très vieux. Je pense qu'il peut encore progresser sur 2-3 trucs, mais je trouve que c'est un lieutenant assez parfait. Mais c'est marrant parce que moi je l'avais haut aussi, mais pas moins haut que toi. Justement parce que je trouve qu'il a un style de jeu vraiment atypique. Et je suis pas sûr que ça colle justement avec n'importe quel type d'équipe en fait. Comme un autre joueur dont on parlera sans doute plus tard. Mais sur tout le talent, sur tout ce qu'il apporte sur le terrain, je suis complètement d'accord avec toi, même sur sa capacité à porter un peu l'équipe en termes de leadership. Mais justement, ce qui m'a fait le mettre moins haut que ce que j'aurais pu imaginer simplement en regardant les stats, c'est justement que je pense que son fit n'est pas forcément aussi simple que ça. Voilà, il a vraiment un jeu hyper atypique, Siakam. Je comprends. Moi, je l'ai mis juste un rang derrière Bridges. Donc, c'est Bridges. Donc, c'est marrant parce que mais je l'ai mis plus bas. J'ai mis un peu plus bas. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Mais moi, Siakam, je le vois plus comme une troisième option si tu vises le titre, en fait. Okay. Et je pense que c'est ce qu'il était à Toronto. Il était une espèce de troisième option derrière Lowry, en fait. Il marquait plus que Kyle Lowry quand ils sont champions, mais j'ai l'impression que c'était plus la troisième que la... Enfin, quoi que ça se discute. Ça pouvait être la deuxième option. Par exemple, c'est un exemple tout bête, mais je trouvais que les Blazers n'avaient pas intérêt à sacrifier Scoot Anderson pour faire venir Pascal Siakam, parce que je trouvais que Siakam en deuxième option, c'était trop léger avec Lillard. Aussi parce que c'est Lillard et peut-être Lillard n'est pas la meilleure des premières options, mais j'aurais aimé le trade que s'il y avait une autre star en plus. Tu vois. S'il y avait eu Lillard, Bridges, Siakam, ça m'aurait plu. Mais après, par contre, je suis d'accord que c'est un mec que tu peux... Alors, tu peux pas le fit partout, mais là où je rejoins Shai, c'est que par contre, j'ai l'impression que tu peux le mettre à peu près avec n'importe quelle star.
Tu vois, après, faut voir les autres pièces de l'effectif. Mais il pourrait. Tu trouveras une manière de le faire jouer quelque part, j'ai l'impression. Que ce soit en poste 5 small ball, que ce soit en poste 4, il y aura moyen de mais après, tu vois, dans ma réflexion, je me suis dit, après, je me suis fait un schéma très précis, c'était peut-être pas la bonne manière de procéder, mais je me suis dit, c'est une équipe où il y a un franchise player vraiment très, très établi, une superstar indiscutable, ok. Et du coup, à chaque fois dans ma réflexion, c'était, il faut pas justement une star à lui mettre dans les pattes, tu vois. Une autre star, un autre type qui est capable d'être franchise player. Je pense que c'est pour ça que pour moi, j'ai plutôt choisi ce que je considérais être l'archétype de la deuxième option du lieutenant. Donc après, est-ce que ça marcherait sur le terrain? On ne saura jamais, mais voilà, je vis avec ce choix. Allez, ça va être mon tour. Du coup, c'est vrai que j'avais dit deuxième option. Pour moi, c'était surtout quand même deuxième joueur le plus talentueux. Hein. C'est pas forcément un classement. Parce que quand on dit deuxième option, on dit deuxième option offensive souvent. Le joueur, moi, auquel j'ai pensé, c'est un mec qui a été 2 fois en finale NBA dans un rôle de lieutenant. Aussi incroyable en défense, avec un jeu offensif quand même en nette progression, je trouve, notamment lors des derniers playoffs. C'est Bam Adebayo. Ouais, je pense que c'est un mec qui, chaque année, pourrait être défenseur de l'année. Capable au-delà d'être un excellent défenseur, c'est vraiment un joueur qui ancre toute une défense en fait. C'est-à-dire que toute la défense du 8, et si le 8 défend si bien, c'est parce qu'il y a Bam Adebayo dans l'équipe, un petit peu comme Anthony Davis aux Lakers quelque part. Et finalement, même si dans les CQFR ou les podcasts, j'étais le premier à regretter parfois quand même qu'il manque un peu plus de mordant offensif par séquence. L'an dernier quand même dans le parcours du 8, j'ai trouvé qu'il avait vraiment fait des matchs monstrueux. Avec des moments où vraiment il a pris... finale. Ouais, grosse finale. Il a vraiment pris... il a essayé de prendre les rênes de l'attaque par moment, même si c'est pas sa force première. Donc, moi, j'ai choisi Bam pour mon deuxième tour. Du coup, dans mon deuxième tour, c'est donc Bam que j'ai. C'est marrant parce que du coup, moi, je l'avais juste après. Et pareil, pour toute légère réticence en me disant, est-ce qu'offensivement, il peut être deuxième option et tout ça, mais je comprends tout à fait. Et ce qui est drôle, c'est que ce qu'a dit Antoine tout à l'heure pour Siakam, pareil, moi, Adebayo, troisième option parfaite et fabuleuse pour moi. Si tu as un deuxième joueur meilleur offensivement, Adebayo est là pour à la fois être plus que correct en attaque, parce que c'est aussi un bon passeur. Hein. On le voit pas toujours, mais c'est un très bon passeur et un défenseur plus. Donc pour moi, il serait numéro 1 de toute la ligue si tu me dis quelle est la troisième option. Et pourtant, il a déjà été 2 fois en finale avec ce statut. Tu peux... Je me trompe peut-être, clairement. Et non, après, Butler est une première option atypique, du coup, c'est ça aussi. De toute façon, toute l'équipe est atypique. Ça, c'est clair. Je l'avais haut aussi, moi. J'étais un pic en dessous. Juste, moi, c'est l'attaque un peu qui m'a... Je savais pas si je devais retenir que ces playoffs et surtout ces finales ou si je devais... En fait, j'arrive pas encore à savoir à quel point Adebayo, mais maintenant ça fait quand même 2 ou 3 saisons qu'il est proche des 20 points par match. Donc bon, là, si tu veux, je te donne ses stats l'an dernier, tu vois, parce que même moi, j'avais oublié en fait son rendement offensif. Il était quand même à 20.4, 9,2 rebonds, 3,2 passes, à 54% de réussite au tir. Je vous donne pas son pourcentage de tir à 3 points parce qu'il est un petit peu, on va choquer la sensibilité des plus jeunes, sachant que ça va être que sur une fourchette assez réduite, c'est en dessous des 10%. Okay. Parce que ça va être sur un volume très faible. J'ai pas regardé le nombre de prises, mais bref. Ouais, en tout cas, je valide quand même le choix. Je comprends la présence d'Adebayo super haut. Allez, vas-y Antoine, 3e tour. Alors du coup, j'hésite maintenant entre celui que j'avais pris après Adebayo et celui que j'avais pris avant, mais je vais quand même rester sur mon ordre établi. Et du coup, je vais prendre Paul George. C'est l'état de santé qui, évidemment... en fait, pour moi, Paul George, pendant longtemps, c'était absolument la définition. Complètement. C'était le mec parfait. En fait, je pense que c'est... S'il n'y avait pas eu l'état de santé, je l'aurais sans doute pris devant même Jaylen Brown. Le seul truc qui me fait le prendre en dessous, c'est de me dire, mais Paul George, il va jouer 55 matchs, quoi. Et du coup, est-ce que je vais l'avoir en play-off ? Mais quand même, je suis... Et le fait qu'il joue avec Kawhi, le fait que ce soit Kawhi et qu'il soit sur une dynamique plus de 1 bis que 2, moi, c'est ce qui... Moi, je te dis tout de suite... Pour moi, c'est une deuxième option typique. Pour moi, c'est vraiment... Toute sa carrière, je le trouve parfait. Mais là, je n'étais pas sûr. J'ai l'impression que il remplit les critères qu'on a avancés. C'est-à-dire, déjà, il va pouvoir remplacer ton numéro 1 par moment. Et je pense que c'est important pour une deuxième option.
Tu vois, par exemple, c'est ce qui, chez moi, Siakam me ferait un peu plus peur, c'est que je me dis, mais il va pas vraiment remplacer mon 1, tu vois. Jalen Brown, sur des matchs, je sais qu'il va remplacer Tatum si Tatum, il n'est pas dedans. J'ai envie que ma deuxième option, elle puisse à un moment, comme pour Anthony Davis au final, tu vois, se dire, bah non, mais là, sur ce match ou sur ces possessions-là, on va jouer sur lui. Et Paul George, pour moi, il est parfait là-dessus. Il va défendre fort, il va défendre sur le meilleur mec adverse. Au niveau ego, on a bien vu qu'il est. Il le dit lui-même, en fait. Il en a parlé lui-même. Il a dit qu'il n'a aucun problème avec le fait qu'il y ait un gars devant lui. Vraiment, le seul X, c'est la santé. Sinon, je l'aurais vraiment mis dans mon top 3. Mais sur la santé, on se marre beaucoup sur les Clippers. C'est vrai que c'est marrant. Il y a quand même. Kawhi a été quand même beaucoup plus souvent blessé que Paul George. Déjà, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, tu vois, si on faisait un classement des premières options, ouais, Kawhi, je l'aurais pris bas parce que je me dis non, mais de toute façon, c'est mort, il ne sera pas là. Mais Paul George, au final, il est quand même souvent là, tu vois. Enfin, en tout cas, en playoff, il est quand même souvent là. Là, il a manqué les derniers playoffs, mais il joue, quoi. Et la plupart du temps, il joue. Il n'est parfois pas complètement à 100%. Il va rater quelques matchs, mais il joue. Et voilà, même sur les Clippers, je l'avais déjà dit une fois, mais je me dis à un moment, tu peux pas être non plus tout le temps blessé, quoi. Non, c'est surtout sur Anthony Davis, pardon, que je le disais. J'avais dit, non, mais Anthony Davis, il y a un moment, tu sais qu'il va être là. Et c'est ce qui s'est passé lors des derniers playoffs, par exemple, tu vois. Je me souviens, l'année dernière, on parlait à la même stade et je disais, non, mais Anthony Davis, il y a bien un moment, il va être là. Et il était là en playoff. Et voilà, je me dis, Paul George, pareil. Je me dis, autant Kawhi, je me dis, c'est impossible qu'il va aligner 15 matchs. Autant Paul George, j'arrive à croire qu'il sera là en playoff l'an prochain, par exemple. Bah ouais, de toute façon, moi, je partage tout ce que tu dis au sujet de Paul George. C'est que moi, je l'avais mis quand même vraiment plus bas dans ma liste pour la santé, tout simplement, quoi. C'est vraiment cet aspect-là, même si j'ai conscience que c'est un petit peu étonnant, vu que j'ai quand même pris Anthony Davis très très haut. Mais ouais, la santé reste le gros problème pour Paul George. Sur la dynamique récente, Anthony Davis a été en relativement bonne santé, donc c'est un choix qui se comprenait plus, même si on a beaucoup parlé et critiqué son incapacité à être sur le terrain, mais là ça se comprend, il n'y a pas de souci. Moi c'est le fait qu'il joue avec Kawhi là qui m'a peut-être un peu. Je suis sur une dynamique 2023 parce que sinon sur toute la carrière il est absolument parfait dans ce rôle-là, c'est l'incarnation du 1 bis, quoi. Mais bon, non, mais je comprends. Je l'avais plus bas, mais ça s'entend sur le talent, il n'y a rien à dire. Et on n'est pas du tout à l'abri. Je pense qu'Antoine, il essaie de nous chauffer pour la campagne, les Clippers champions qu'il a entamé en 1997. Il veut plus en parler. Maintenant, ce qu'il veut, c'est plus lâché. l'annoncer, que les Clippers gagnent pour qu'il puisse dire « Je vous l'avais dit !» Je vous l'avais dit. Pas se porter l'œil tout seul. Non, ça, il a quitté le navire, je crois. Plus, ouais. Là, j'ai fini. Pimel a quitté la partie. Ouais, j'ai Rage quit. C'est bon. Allez, vas-y, Shai, c'est quoi ton pick au troisième tour, du coup? Ah là là. Il y a deux joueurs qui, je pense, seraient arrivés... là, j'hésite entre deux, pour tout vous dire. Il y a des joueurs qui seraient arrivés, peut-être même premier tour pour plein de gens, et j'hésite entre les deux. Je vais pas le prendre, du coup, je vais le mentionner quand même. Mais je pense que pendant longtemps, Chris Middleton a été parfait dans ce... On en a parlé tout à l'heure, mais pour Giannis, en tout cas, ça a été le lieutenant parfait. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Mais le fait que là, il sort d'une saison où on ne sait pas trop si ses genoux vont lui permettre d'être à nouveau ce qu'il est, je ne vais pas le prendre. Je vais jouer sur la dynamique récente et je vais prendre Jamal Murray. Nice. Qui, je pense, aurait été pris plus haut par beaucoup de monde parce que voilà, la dynamique, il a montré en playoff qu'il était énorme. Il a montré qu'il était plus aussi unidimensionnel, c'est-à-dire que c'est pas juste un fort joueur offensif. Il a déjà progressé dans son jeu offensif, hein, c'est-à-dire qu'en playmaking et même en scoring, en tout, je trouve qu'il a beaucoup progressé. Mais sa défense, la manière dont il fait les efforts, à la base, c'est pas un défenseur élite, hein, Jamal Murray. Mais là, dans le contexte de playoff, le voir être aussi volontaire et aussi drivé par un état d'esprit un peu défensif, se battre sur les ballons, tout ça, je pense qu'il se rapproche de plus en plus de ce qu'on attend d'un vrai numéro 2. Et quand ton numéro 1, c'est Jokic, avoir Murray comme numéro 2, c'est parfait. Après, ailleurs dans la ligue, je pense qu'il serait aussi capable, en y réfléchissant, j'aurais pas dit ça il n'y a pas très longtemps, je pense. Mais là, en 2023, je pense qu'il a acquis une sorte de confiance en lui et de polyvalence qui font que je le vois en lieutenant de très 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 haut niveau. Je suis d'accord avec toi, hein. Je pense que notamment sur le fait qu'il pourrait être un lieutenant d'autres joueurs que de Jokic, parce qu'en fait il réunit quand même l'essentiel des qualités dont tu as besoin pour un joueur à son poste. C'est un bon playmaker, c'est un très bon shooter, il est bon aussi dans la finition, au lancer franc, avec la pression ou sans la pression il est redoutable, il a mis plein de tirs pour la gagne. C'est un mec qui sait à la fois
qui sait à la fois laisser les autres jouer et prendre les responsabilités quand il le faut. Moi, je l'avais aussi au-dessus de Chris Middleton dans mon classement pour les raisons de santé de Chris Middleton notamment. Mais ouais, non, joli choix, Jamal Murray. Ouais, je valide, moi aussi, pareil. Et c'était là, parmi les joueurs restants, c'était le plus haut, dans mon tableau aussi. Et moi, j'ai fait un choix qui est plus porté vers l'avenir. Mec que je verrais comme deuxième option d'avenir. Moi, j'ai choisi Desmond Bane. Ah, mon gars. Oh, je l'avais pas dans mon truc, moi. Parce que c'est un petit peu... comme pour... Alors, c'est pas les mêmes qualités que Jamal Murray, mais je trouve qu'il a toutes les qualités dont tu as besoin pour une deuxième option. Fort scoreur, fort défenseur. C'est un mec qui fait pas trop d'erreurs, qui est dans cette équipe des Grizzlies où tu as l'impression que parfois ils sont un peu sur... ils risquent le court-jus à tout moment quand ils commencent à s'enflammer un peu. Je trouve qu'il est plutôt dans les joueurs qui restent comment on dit sur un... Voilà, je trouve plus les expressions un peu stable même sur le... Merci. L'intensité, l'énergie, et puis il part pas en cacahuète, quoi. Exactement. Et donc voilà. Donc moi j'ai choisi Desmond Bane. C'est pas mal. Moi je l'avais assez aussi, mais je me suis demandé si c'était parce que j'avais de l'affection pour les Grizzlies ou si c'était un choix cohérent. Mais c'est ça. C'est un fort défenseur. Il monte en niveau offensivement. On l'a vu. Hein. J'avais fait ce pari qu'il mettrait un match à 40 points en playoff dans une late session. Il a fini à 38, donc c'était pas complètement. Donc il est capable d'avoir ces énormes coups de chaud offensifs en shootant notamment. Et c'est un excellent défenseur. Ça, personne ne va dire le contraire. Je me demande si c'est pas là aussi une top troisième option plutôt que pour l'instant une deuxième option, mais bon, je l'avais assez haut, donc ça me choque pas non plus. C'est marrant, parce que je l'avais pas mis, j'avais pas pensé à le mettre. J'ai mis un autre joueur des Grizzlies, alors c'est pas mon pick, mais dans ma liste j'ai un autre Jaren joueur Jackson. des Grizzlies. Ouais, j'ai Jaren Jackson, mais je trouve que Desmond Bane fait plus deuxième option justement que Jaren Jackson, qui est un joueur qui personnellement me déçoit souvent. Moi, je l'ai dans ma liste des troisième options. J'avais fait une liste avec les mecs qui faisaient pas tout à fait le cut pour la deuxième option, mais qui sont quand même forts. Et moi, il est dans ma liste de ceux-là, quoi. C'est pareil. Je pense qu'au final, je peux même le citer du coup ouvertement. Moi, il est à toute fin de ma liste, donc je pense qu'on en parlera peut-être pas. Mais Jaren Jackson, je trouve que Desmond Bane, c'est effectivement un meilleur choix. Après, je l'ai pas mis dedans. J'ai pas pensé. Tu vois, je sais pas si je le verrais tout de suite comme une deuxième option d'une équipe qui gagne dès 2023. Mais il y a cette progression, donc tu sais pas si l'année de l'explosion c'est pour maintenant, ça se tiendrait complètement en fait. Ouais, c'était en mode un peu pari sur l'avenir, quoi. Je reconnais. Ce qui est marrant, c'est que j'ai aussi fait un pari sur l'avenir. J'ai dire que c'était pareil pour moi pour le prochain. J'ai eu peur que tu prennes le même, mais du coup, moi, c'est un joueur qui est pour le coup très offensif. C'est Lauri Markkanen. Je pense que Lauri Markkanen, donc je l'ai pris là en tant que deuxième option. Je pense que il n'est pas destiné à être une première option. Là, pour l'instant, c'est la star du Jazz, mais je pense pas que ça puisse être je pense pas que sa carrière à Lauri Markkanen c'est d'être un franchise player. Je pense que justement, je parlais tout à l'heure de Pau Gasol, c'est pas les mêmes joueurs. Hein. C'est pas parce que c'est deux postes 4 européens qu'il faut faire forcément la comparaison, mais je me dis que lui, tu le mets avec une vraie star un vrai haut de gros joueur, vrai star, ça peut être très intéressant. Par contre, pour que ce soit une vraie deuxième option, il faudrait que Lauri Markkanen il se décarcasse en défense comme il ne l'a jamais fait. Mais par contre, derrière, si c'est lui ton espèce de poste 4 à côté d'un super gros arrière, même je sais pas, Lucas défend peut-être pas assez bien, ça ferait vraiment tes deux meilleurs joueurs, ils ont deux lacunes défensives, donc je sais pas si ce serait Lucas la meilleure première option avec lui. Booker serait fort avec lui, mais je ne sais pas trop quelle serait la première option idéale. Voilà, il faudrait peut-être un mix de Lucas, mais qui a des qualités défensives, quoi. Et je trouve que Markkanen a vraiment cette dégaine, quoi, de deuxième All-Star d'une équipe qui va au titre. Un jour. Ouais, moi, je l'avais dans ma liste aussi. Il était pas tout à fait aussi haut, mais... Ouais, pareil. Mais aussi, d'accord avec toi, forcément, bien sûr. Incroyable début de saison l'an dernier d'Utah avant que le reste de la ligue rattrape un petit peu et puis que Utah se dise non, mais nous, on va aller chercher des pics quand même. Mais je pense effectivement qu'à terme, je le vois pas comme étant un franchise player en puissance malgré tout. Donc je pense que son avenir, c'est plutôt en forme de deuxième option, quoi. Ouais. Shai, t'as quelqu'un pour nous ? Ouais, je vais aussi Alors, c'est peut-être un choix surprenant. Je me rends compte maintenant, je l'ai mis là, mais peut-être que les gens, les fans de cette franchise le considèrent comme un franchise player actuel et futur. Et je sais pas, vous me direz si vous considérez qu'il rentre dans ce moule-là. J'ai pris Tyrese Haliburton.
C'est mon choix pareil, c'est mon choix C'était juste mon après. choix suivant. C'est vrai Pareil. Ouais, 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 moi mais aussi, pareil. ouais. Mais tu fais bien. Enfin, je vais te laisser la parole, mais moi, je m'étais mis un point d'interrogation parce que je ne sais pas justement s'il pourrait devenir suffisamment fort pour vraiment être une première option. En tout cas, en tant que deuxième option, j'y crois. Ouais. Ah bah, en deuxième option, je pense qu'à un moment dans sa carrière, s'il se retrouve avec un joueur vraiment plus fort, je sais pas, en ce moment, vu qu'il y a beaucoup de discussions sur Yanis et tout, j'entends aussi dire qu'il y a plein de gens qui aimeraient voir Yanis avec un vrai meneur créateur pour profiter de toutes ses qualités, quoi. Drew Holiday est fantastique, mais c'est pas un meneur créateur, organisateur pur jus. Je pense qu'Ali Burton, il continue de progresser avec Indiana, ce qu'il fait, c'est génial. S'il n'avait pas été blessé la saison dernière à un moment, je pense qu'Indiana pouvait accrocher le play-in sans souci. Je le trouve, je pense qu'il sera limite fantastique avec une superstar dans l'équipe avec lui à Indiana ou ailleurs. Je le souhaite pour Indiana. D'ailleurs, dans les fantasmes qu'on faisait avant la draft, on se disait si Victor Wembanyama finit à Indiana, le combo avec Ali Burton serait incroyable. Je pense aussi sur le plan de la mentalité, je pense qu'il est très bien. C'est un garçon très intelligent, très cérébral, je crois pas qu'il se voit comme une superstar ou forcément comme un franchise player à proprement parler. Donc je pense qu'il se fondrait partout aussi comme lieutenant. Il serait assez incroyable d'avoir et puis un meneur comme lieutenant, comme ça, un mec qui peut te lâcher 10-12 passes par saison. Il a des lacunes défensives notamment, mais voilà, je l'ai mis là. J'avoue que je pensais que vous me diriez non, c'est quand même plus un franchise player, mais c'est intéressant. Ouais, carrément. Non, moi, je l'avais aussi vraiment dans cette liste avec, voilà, comme je te disais, je me dis qu'il a peut-être le potentiel pour faire mieux, mais qu'en tout cas, en première option, en deuxième option, en tout cas, ce serait vraiment top. Alors moi, je suis un peu embêté pour mon prochain choix parce que j'ai que des choix un petit peu où j'étais pas sûr de moi. Ouais. Je vais prendre quand même celui que j'avais mis le plus haut dans ma liste avec un point d'interrogation parce qu'il correspond pas tout à fait à la définition que j'ai donnée au début. C'est Draymond Green. Dans le sens où c'est pas le joueur le plus talentueux, je pense pas que ça puisse être le deuxième joueur le plus talentueux, du moins dans la manière dont on quantifie le talent de basketteur habituellement, mais que finalement, dans son rôle de créateur, de leader à sa manière, un petit peu étonnante, et puis dans un type de jeu quand même spécifique, c'est vrai. Voilà, pour moi c'est un vrai lieutenant, c'est vraiment peut-être le lieutenant de Stephen Curry avant tout, même peut-être devant Klay Thompson, dans le sens où je mets des guillemets parce que j'adore Klay Thompson, dans le sens où Klay Thompson a ce côté un petit peu comment dire, un petit peu autiste, où tu as l'impression que des fois il calcule pas ce qui se passe, de toute façon la balle arrive, il shoot ou il fait ce qu'il doit faire défensivement, mais tu sais qu'il impacte le jeu plus par le résultat que par sa manière d'atteindre ce résultat. Donc ouais, je vais prendre Draymond Green. Allez, je vais me tenir à ce que j'avais mis dans ma liste. Ouais, il était dans ma liste aussi, mais je trouve qu'il appartient presque à une autre catégorie de joueurs qui est assez difficile à saisir, tu sais, ceux qui représentent un peu l'âme de l'équipe, tu sais, du type Marcus Smart par exemple. Ouais. Donc je comprends, mais du coup, je l'aurais pas pris haut justement pour ça, parce qu'il est pas, pour moi, c'est pas la deuxième option à proprement parler, mais il serait numéro 1 dans une liste, dans un classement l'âme de l'équipe. Il n'y a pas tant de joueurs que ça qui peuvent l'incarner, mais voilà, pour moi, c'est légèrement différent, mais il a plein de caractéristiques qui font la défense notamment. Il a le playmaking aussi, l'expérience, le leadership qui font que c'est pas déconnant de l'imaginer en deuxième option, mais ça répondrait aussi à la question est-ce qu'il serait bon ailleurs qu'à Golden State finalement. Mais si tu le mets ailleurs en deuxième option d'une autre équipe, quelle qu'elle soit, en deuxième option, peu importe en fait, si tu le mets ailleurs, quel rôle il prend, quel est son apport sur le terrain, c'est une question fascinante à laquelle on n'aura peut-être jamais de réponse, vu le contrat qu'il a signé, mais c'est intéressant. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une partie de son jeu finalement qui rentre pas du tout dans les stats, en fait. Tu vois, dans son impact offensif et défensif, où des fois offensivement, ça va être par le fait d'avoir porté un écran, même pas sur un pick and roll, en fait, porter un écran sur quelqu'un qui sort prendre un écran pour prendre le tir. Défensivement, la manière dont tu le vois placer ses coéquipiers, anticiper ce que l'attaque va faire. Toute cette partie-là, même malgré les analytics, le développement des stats avancées, j'ai l'impression que ça passe un petit peu, du moins qu'on sous-estime un petit peu son apport de ce côté-là. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans, mais je comprends tout à fait ce que tu dis, Shai. C'est clair qu'il ne correspond pas du tout à la définition que j'ai donnée en début de podcast. Ouais, en tout cas, j'aime bien la catégorie inventée par Shai, des mecs qui ont eu l'âme de l'équipe. Là. Ouais. Voilà, ce sera l'objet d'un prochain podcast ou d'une net session. Mais... Allez, on va partir sur le dernier tour du coup, 5e tour. 1, 2, 3, 4. Ouais, on est déjà au 5e tour.
Antoine? C'est ça. Bah, moi, je vais prendre Chris Middleton, du coup, hein, vu qu'il est toujours disponible, je vais prendre Chris Middleton. Parce que bon, c'est quand même une deuxième option qui a gagné un titre. Après, voilà, on a l'interrogation sur sa santé en 2023. On sent qu'il y a un petit truc avec ses genoux. On peut se demander à quel point les déclats d'Giannis sont aussi liés à ça, même si je pense que Middleton, c'est son gars et qui croit en Middleton. On a vu quand il était... C'est le moment où Milwaukee a décollé la saison dernière, c'est quand Middleton, il revient quand même. Après, bah voilà, justement, le moment où Milwaukee s'est craché, c'est quand Giannis est blessé et que Middleton est aussi pas à 100%, qu'il y a aussi des petits pépins. Mais voilà, ça reste quand même joueur très fort offensivement, très bon créateur, très bon défenseur, juste pas assez fort pour être une vraie star, une vraie première option. Je pense pas assez fort offensivement pour être une vraie première option. Mais derrière, il a tout ce qu'il faut. Je pense qu'il n'y avait pas les pépins de santé, je l'aurais même sans doute mis plus haut dans mon tableau. Donc bon, voilà. Middleton en 13 du coup pour nous. Ouais. C'est 13e Les choix. premiers choix du dernier tour, exactement. Ouais, 13. J'ai tout le récap à la fin, je vous donne tout le classement, Ouais, le classement final. Ouais. Tu l'as aussi, si. Rien à dire sur ce pic. Je pense que on l'a mentionné plusieurs fois déjà depuis le début du podcast. C'est voilà, à part les blessures et le fait que c'est pas un joueur flashy qui joue dans une équipe pas flashy, c'est ça aussi qui fait que parfois peut-être il est sous-coté. Ça a été un joueur sous-coté pendant une bonne partie de sa carrière, de toute façon Middleton. Donc non, mais c'est bien que tu l'aies pris parce que du coup j'hésitais à le prendre et je vais pouvoir tenter des trucs plus exotiques peut-être. Eh ben vas-y, c'est à toi justement. Donc c'est parfait. Non, mais je suis sur un casse-tête encore, c'est ça le problème. Je suis sur un casse-tête parce que je vais vous dire, j'hésite entre deux joueurs parce que là, on fera le récapitulatif aussi des joueurs oubliés ou qu'on a volontairement mis de côté, quitte à se mettre à dos certaines fanbases, je pense. Mais j'hésite entre deux joueurs. Je vais vous dire entre qui. Il y a un pivot lituanien des Kings? Absolument. J'hésite entre Domantas Sabonis et Franz Wagner. Ouais, voilà, c'est deux joueurs très différents, enfin relativement différents, dans des équipes qui sont sur des trajectoires aussi pas forcément comparables. Est-ce que Sabonis, je le vois vraiment comme numéro 2? Je sais pas, il est excellent, le mec fait des triples-doubles, il enchaîne les doubles-doubles, c'est un mec d'une mentalité qui est assez réprochable. Mais j'ai envie de me dire, je suis en 2023, j'ai envie de prendre le pari que Franz Wagner va être un joueur énorme et sera un numéro 2 parfait. Que ce soit, du coup, je me projette avec Paolo Banchero, donc ça voudra aussi dire qu'il faut que Banchero soit un très bon franchise player, mais ça on verra. Wagner, avec ce qu'il a montré sur ses premières saisons NBA, sur ce qu'il a fait avec l'Allemagne, et sur le fait que j'ai juste envie de jouer les homers avec le Orlando Magic, je vais dire que je vais pick Franz Wagner, voilà. Bah ouais, moi j'adore Franz Wagner. Au bout du compte, il était pas dans ma liste, mais il était parmi les gars auxquels j'avais pensé, mais je l'avais quand même pas mis dans ma liste. En tout cas, sur le potentiel, c'est peut-être un petit peu comme Desmond Bane, quoi. C'est un pari sur l'avenir, sur ce que ça peut donner derrière, quoi. Moi, j'adore. Je pense je serais David dire peut-être un peu plus tard. Ouais, que cette année. Mais voilà, en fait, je pense que cette année, le Magic va être en course pour le play-in, jouera peut-être les playoffs si le play-in se passe bien. Et par contre, parce que Franz Wagner, il a 22 ans. Franz Wagner à 24-25, début de son prime, là, je pense que ça sera très très sérieuse deuxième option et je pense que ce sera un All-Star. C'est pour ça que je le draft maintenant, c'est pour l'avenir. Bon, ce sera un mec, ce sera peut-être pas un multiple All-Star, genre c'est pas un mec qui va te faire 8 sélections de suite. Par contre, je serais pas surpris que tu vois qu'à la fin de sa carrière, il y ait 2-3 sélections All-Star pour les années où son équipe a le mieux performé, quoi. Voire peut-être plus selon ce qui se passe après. Et je crois que c'est toi, Théo, qui dis souvent que les Warriors l'auraient dû le drafter. Ouais. Je pense que Golden State serait dans une position très, il aurait été parfait en plus, très façon de solide jouer, s'ils avaient drafté Franz Wagner en 7 à la place de Kuminga. Un petit mot sur Sabonis, parce que moi j'ai eu un cas de conscience avec les Kings en fait. C'est que pour moi, j'avais le sentiment qu'ils avaient vraiment deux joueurs A en fait. Ok. Parce qu'en fait, le truc pour Sabonis, c'est pas tant sur le talent, c'est qu'en fait sa manière de jouer est tellement particulière que il faut que de mon point de vue, il faut que ton style de jeu aille avec ses capacités. Du coup, il oriente vraiment le jeu, en fait. Comme tu le ferais pour un franchise player. Et en fait, j'ai l'impression que le jeu des Kings, que ce soit en attaque ou en défense, il est vraiment orienté en fonction des qualités de Sabonis. C'est pour ça que moi, je ne l'ai pas mis finalement dans cette catégorie de deuxième option. Tu le vois en 1 bis, quoi. Vraiment 1 bis avec la dynamique à 2 avec Fox. Dans la mesure où sa manière de jouer, ses lacunes comme ses qualités, te forcent à jouer d'une certaine manière, en fait. Ouais, ok.
Alors que, tu vois, je me dis que la manière dont je vois une deuxième option, c'est plus que finalement, elle se met déjà au service du collectif ou du franchise player qui est en place. Et enfin, mais c'est ma vision hyper personnelle, quoi, tu vois. Ça se tient complètement. Allez, bah, dernier pick, c'est marrant, donc pour moi, dernier pick du cinquième tour. Je pense que ça va vous étonner tous les deux. Je pense que pour plein de gens qui nous écoutent, ils vont halluciner qu'il arrive aussi tard. Lâchez-vous dans les coms. Ouais, moi je vais prendre Kyrie Irving. Oh non, je l'avais. Moi, il est pas loin derrière. Hein. Je prends Kyrie Irving. Ouais. Parce qu'en fait, même si vous le savez, parce que vous nous le faites remarquer à chaque fois, et je vous assure qu'il n'y a pas de Kyrie Irving bashing particulier, ou du moins, moi, il n'y a pas de joueur que je déteste, hein. Quasiment. Allez, on va pas faire il y en a quand même que j'aime pas beaucoup. Mais Kyrie Irving, moi, les principales griefs que j'ai autour de Kyrie, c'est pour tout ce qui l'empêche d'être sur le terrain, en fait. Par contre, quand il est sur le terrain, il joue au basket. Il a une façon de jouer, on aime, on n'aime pas, peu importe. Mais il a montré qu'il pouvait être le lieutenant. Il l'a montré même à plusieurs reprises parce qu'en fait, j'avais trouvé que finalement, quand il était sur le terrain honnête, il n'y avait pas de problème. J'ai pas le sentiment que ça soit un joueur qui veuille forcément être l'option numéro 1. Il est capable de s'adapter. En termes d'efficacité offensive, c'est un joueur incroyable. Donc la grande question et la raison pour laquelle il arrive si tardivement dans mon classement, c'est est-ce qu'il sera sur le terrain pour jouer ? Est-ce qu'il peut être une distraction pour la franchise dans laquelle il évolue ? En tout cas, je vais vous donner comme ses stats l'an dernier. Au bout du compte, sur l'année, 27,1 points, 5,1 rebonds, 5,5 passes, 49,4% au tir, 37,9 à 3 points. Voilà, pour moi, il remplit, malgré ses lacunes défensives, il remplit vraiment le statut d'une deuxième option. Je suis tout à fait d'accord. Moi je l'ai aussi dans ma liste. Je l'ai un tout petit peu plus bas, là. Donc, je l'aurais pris, je crois, en 16. Je crois que c'était le 16e nom de mon tableau. Honnêtement, Kyrie, tu lui donnes la personnalité de Jamal Murray. Je prends Kyrie plutôt que Jamal Murray. Il a plus de talent. Mais c'est un meilleur joueur, en fait. C'est un meilleur basketteur, tu vois. C'est juste que Murray a un autre... Moi, exactement comme toi, ce qui m'a fait le baisser, c'est de me dire, mais est-ce qu'il sera là ? Et j'ai en fait... ça fait un moment que Kyrie, il n'est pas souvent là, et pas que pour des blessures. Donc, je veux bien comprendre que les gens trouvent qu'on soit dur avec Kyrie, mais à un moment, il y a aussi des faits, il y a une réalité, c'est que Kyrie, il n'est pas souvent là, de la même façon qu'on a pu baisser Paul George, tu vois, sur ses blessures. Tu sais que le facteur blessure est présent pour Kawhi Leonard. Il faut que tu prennes en compte que Kyrie, sa personnalité fait qu'il ne jouera pas tout le temps. C'est comme ça, je veux dire, maintenant, ça devient factuel, quoi. Et par contre, là où pour le défendre, c'est que Kyrie Irving, à côté de LeBron James, au sein des Cavaliers, ils sont champions et c'est lui la deuxième option. Et il est incroyable dans ce rôle où quand il a juste besoin de scorer, Kyrie Irving, il est incroyable. Et il sera sur le terrain avec Luka Doncic, il sera très fort. Je ne sais pas où iront les Mavs, mais il sera très fort en fait quand il est là. Bon, comment ne pas passer pour un hater ? Attendez, je réfléchis 2 secondes. Alors, je vais commencer par répéter sur YouTube avant parce que les gens n'ont peut-être pas tous vu les épisodes précédents, les late sessions et machin, où à chaque fois on est obligé d'expliquer qu'on déteste pas Kyrie. Moi, je vais même vous dire, j'ai adoré Kyrie Irving. C'est-à-dire que j'ai acheté son maillot l'année de sa draft. Je l'adorais à Duke, le peu de matchs qu'il a joué. J'adorais tout son début de carrière, même quand les Cavs étaient nuls. J'ai bien aimé, l'année du titre avec LeBron, je le trouve incroyable. C'était effectivement un excellent lieutenant. En 2023, je ne peux pas mettre Kyrie Irving je l'ai mis très, 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 très bas dans la liste des lieutenants parce que il y a le côté égo. Alors, c'est un égo différent. Il n'est pas là tout le temps à dire « moi, je suis le meilleur, moi, je veux être numéro 1, machin ». Mais vous voyez, il a ce côté, cette volonté de leadership rassembleur un peu chaman qui nous les affiche un peu sur les réseaux et tout ça, qui fait que ça en a agacé plus d'un dans les équipes précédentes, hein, clairement, et même très récemment. Et je le vois pas comme un lieutenant, en fait. Sur le terrain, évidemment, c'est même, je veux dire, sur le talent, c'est un franchise player. Kyrie, c'est un joueur au talent, strictement talent, hein, offensif, générationnel, comme on dit. C'est un phénomène. Et il est encore bon quand il joue. Mais là, et même là, avec Doncic, lui, pour le coup, Kyrie, je le mets pas partout non plus. Avec Doncic, pour moi, le fit est pas bon. J'espère me tromper pour les Mavs. Depuis le début, je dis que le trade est pas bon. Donc ouais, non, mais le talent est fantastique. Moi, quand Kyrie, il enchaîne 10, 15, 20 matchs où il fait ses trucs, son efficacité, c'est avoir joué. Mais moi, je paye pour voir jouer Kyrie. Je mets de côté tous les griefs que j'ai contre lui de ces dernières années. Il n'y a aucun souci. J'ai adoré ce mec et j'adore toujours le voir jouer au basket. Mais un lieutenant, pour moi, ça doit être limite le joueur le plus fiable de l'équipe parce que quand la star est pas là ou quand la star est un peu en difficulté, il faut qu'il... Et là, pour moi, Kyrie n'est pas fiable. C'est tout ce que je dis. Je sais que dans les commentaires, vous nous dites souvent vous n'êtes pas objectif avec Kyrie, etc., etc. Mais
Alors, je suis peut-être plus dur justement parce que je l'ai aimé et qu'on est souvent plus dur avec les gens et les choses qu'on a aimées. Ça marche pour plein de trucs. Hein. Mais là, en gardant la tête froide, je me dis que je peux pas mettre Kyrie en lieutenant d'une équipe. Et c'est le moment pour lui de montrer aux gens qui pensent comme moi, et je pense que je suis pas tout seul, que cette année, avec Dallas, il est capable de les emmener super loin dans un rôle de numéro 1 bis, deuxième option, peu importe. Doncic est suffisamment dominant avec le ballon pour être considéré comme numéro 1 incontestable, je pense. Là, l'occasion est parfaite pour donner tort à tous les sceptiques dont je fais partie. Zéro histoire en dehors du terrain ou zéro distraction, mais je suis désolé, je le lis tout le temps sur les réseaux, je l'entends parler. Je trouve toujours que c'est quelqu'un d'intelligent, attention, et d'intéressant dans le fond, mais je le sens pas dans le mood. Je sens qu'il est toujours perché à 10 km, hein, les gars, c'est ça, en fait. Voilà, je ne suis pas un hater de Kyrie Irving, je le répète. De toute façon, sinon, il aurait été 2 ou 3 de notre classement aujourd'hui, à défaut d'être dans un autre classement qui serait celui des franchise players, mais effectivement, de toute façon, personnage complexe, même pas qui nous divise, mais du moins qui fait polémique même quand on en parle entre nous. Je sais pas si vous voulez passer sur une liste de... Donc là, on a fait 5 tours de 3 choix à chaque fois. Antoine, tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur Kyrie? Non, sur Kyrie, non. Mais... Sinon, je m'étais dit qu'on aurait peut-être pu faire les mentions honorables et ceux qu'on avait notés. On peut peut-être en dire quelques-uns. Je vous en donne un pour commencer. Pareil, c'était un petit peu en tablant sur l'avenir. Moi, j'avais Evan Mobley. C'était le suivant dans ma liste de joueurs, un petit peu sur un modèle à la Anthony Davis, Bam Adebayo, déjà mec en avance défensivement, en grand progrès offensivement. Donc j'avais Evan Mobley, je ne sais pas si vous voulez... il était dans la liste, moi il était dans ma liste, mais après ça va dépendre aussi des progrès offensifs, et si les deux Zozo veulent bien lui donner le ballon en attaque à Cleveland, mais... Oui, complètement. Si on se projette un tout petit peu aussi dans une optique, on est en 2023 et il faut envisager un joueur. Carrément, je l'avais dans ma liste aussi. Moi, j'aime beaucoup, mais j'ai peur qu'on surestime sa marge de progression offensive. En fait, il y a vraiment un scénario où il passe un vrai cap offensif. Mais là, il est franchise player si ça se passe. Si ça se passe, il est franchise player. Il peut aussi, ça peut être un scénario. Aussi, en fait. Et j'exclus pas un monde où Evan Mobley il peut être un franchise player. En fait, je pense il a un spectre énorme parce que ça peut aller de Kevin Garnett à... Kevin Garnett aux Wolves à Kevin Garnett aux Celtics. Non, je pense... Non, ça pour moi, si c'est Kevin Garnett aux Celtics, c'est qu'ils ont tout gagné les Cavs, tu vois. Le Kevin Garnett des Celtics, c'est meilleur que le Kevin Garnett des Wolves pour toi? Non, mais c'est le meilleur joueur du titre, tu vois. C'est pas... Non, il est moins Non, c'était pour être sûr de bien comprendre ce que tu voulais dire, ouais. Non, mais je veux dire, s'il a ce type d'impact, les Wolves, ils ont tout gagné. Les Cavaliers ont tout gagné, tu vois. Non, moi, je dirais un Tyson Chandler du riche. Je précise du riche parce que... Putain, la douche froide. Non, mais Tyson Chandler a été le deuxième meilleur joueur. Il était énorme. Qui gagnait un titre. C'était le deuxième joueur le plus important. Je sais pas si c'était le deuxième. Ouais. C'est compliqué. Tu vois, manquer de respect. Mais je suis un optimiste en fait. En fait, j'ai précisé du riche. Hein. Non, mais t'as tout à fait raison. C'est déjà un meilleur joueur offensivement que Tyson Chandler ne l'a jamais été. Donc et je me demande si défensivement, il est pas déjà pas loin en fait. En plus, c'est possible. Non, mais je pense pas qu'il sera. Ça c'est vraiment le worst case scénario. Je le vois évidemment plus haut que ça. Mais j'ai encore un peu de mal à penser qu'Evan Mobley sera régulièrement un mec à plus de 22 points par match. Mais c'est une possibilité quand même. Ça sera forcément une deuxième option à un moment quand même. S'il a plus de 22, c'est limite le niveau franchise player en fait, vu son niveau défensif. Ouais, mais 22 dans la NBA actuelle, tu vois. Toutes les stats sont gonflées. Aujourd'hui, des mecs qui marquent 20 points par match, il y en a 30, tu vois. Non, mais regarde, je prends un truc. Je me fais l'avocat du diable, mais une fois s'il était à 22, ça le situerait quasiment entre Bam Adebayo et Anthony Davis, tu vois, dans le classement des joueurs dont on parlait aujourd'hui, avec un apport défensif qui est en dessous de ces deux joueurs-là, bien sûr, mais qui est quand même déjà un niveau élite. Ouais, non, mais clairement, mais c'est bien sûr. Mais là, si on est sur, si à un moment, mais là, ça serait quand, à quel moment il y serait en fait? C'est ça ma question. Si c'est en 2025 ou 2026, mais je suis d'accord, c'est une mention, c'est une vraie mention. Hein, non, mais je dispute pas. En fait, c'était parce que tu sais, j'ai l'impression que finalement, mais c'est parce que, en fait, je comprends le questionnement que tu te poses sur son potentiel offensif. En fait, j'ai l'impression que limite deuxième meilleure option, c'est limite tu sais le potentiel bas en fait du gars, mais ça dépend vraiment de comment on considère, parce que tu vois là il est déjà à plus de 16 points, c'était sa deuxième saison, hein, c'est toujours un peu dur les deuxièmes saisons dans un effectif qui est
voilà, avec le ballon Et qui en a quand même prenant que 12 phagocyté. tirs. Voilà. Donc, mais par contre, je comprends complètement. Je comprends complètement ce que tu dis, Antoine. Bon, moi, pas j'ai se pas. J'oserais Moi, j'en pas, avais. Il J'avais joue un avec nom. des Hugo d'Allemagne, là. Prendre des menaces de mort à longueur de temps. Vas-y, Chai, pardon, je t'ai interrompu. Pas de souci. Moi, j'avais un autre nom de côté, pareil, en mode voilà, presque prospect de ce point de vue-là, parce que là, il est à cheval entre deux rôles un peu. Il est en train d'éclore. J'ai mis Josh Giddey d'OKC. Ah, bien vu. Je l'avais dans Très les bien mentions, mais parce qu'il est vraiment borderline pour moi des tout meilleurs. Je ne le vois pas évidemment devenir un franchise player, mais par contre, sa faculté à impacter à la création, voilà, c'est un mec qui peut faire je sais pas combien de triple-double par saison. Il est assez dur, il peut progresser défensivement, il a plein de choses qui parlent pour lui. Et j'aime bien en fait l'idée d'un meneur qui soit deuxième option, enfin, qui soit lieutenant. J'aime bien l'envisager comme ça dans la NBA actuelle. Donc, il est encore jeune, il y a de la marge de progression. Il faudra voir les rôles, comment les rôles seront définis à OKC avec l'arrivée de Chet Holmgren. Il y a Jalen Williams aussi qui est très très intéressant, mais que je ne vois pas non plus complètement en deuxième option. Donc, ouais, j'aime bien le profil de Josh Giddey dans ce cadre-là. Moi, c'est un de mes joueurs préférés en NBA. Je pense qu'il sera très proche des 20 points par match cette saison, Josh Giddey. Il ne sera pas MIP parce qu'il avait déjà des bonnes stats. Et qu'en plus, MIP, c'est Shea qu'il a eu l'année juste avant. C'est bien Shea qui a été élu MIP, là. Je ne dis pas de bêtises. Ouais, donc ils n'auront peut-être pas un mec d'OKC 2 années de suite, mais je pense qu'il sera vraiment pas loin des 20 points par match. Il y a un mec qu'on n'a pas cité, même deux, et je vais le faire. Je vais être l'avocat du. Je vais en citer deux, du coup, je triche un peu. Mais on n'a pas cité Bradley Beal, quoi. On n'a pas cité Bradley Beal. Et je trouve ça dur parce que ça va être une 3. En fait, je ne sais même pas si ce sera une troisième option à Phoenix. Mais en fait, ça dépend quel Bradley Beal on parle. Ça, un peu le problème, c'est que j'arrive plus à savoir qui est Bradley Beal aujourd'hui en NBA. Et j'arrive pas à savoir si c'est parce qu'il en avait rien à carrer des Wizards. Mais parce que si tu prends le Bradley Beal d'il y a encore ne serait-ce que 2 ans, je me dis, je le mets derrière une vraie superstar, mais tu as une deuxième option. En fait, ce qu'a fait Jamal Murray, alors c'est pas les mêmes joueurs, tu vois. C'est une question de personnalité. Là, pour le coup, pour eux, je suis pas sûr que Beal il soit capable de se donner et de comprendre certaines choses que Murray comprend. Mais juste sur le talent, je me dis, ouais, enfin, il est capable. Lui aussi, il va te faire des cartons offensifs à longueur de journée, quoi. Donc, on ne l'a pas cité. Il y a lui, ou peut-être on réagit sur lui. Je ne dis pas le deuxième, du coup. Juste Bradley Beal. Moi, je l'avais noté. Il était dans ma liste des mecs que je mettais en troisième option malgré tout. Parce que, voilà, à cause du. Voilà, l'an prochain, il sera à Phoenix. Et pour moi, de fait, ça sera une troisième option malgré tout. Même si, comme tu l'as dit, dans les stats, ça se verra peut-être pas. Mais je pense que c'est. S'il y en a un qui doit s'adapter, ça sera pas Booker, ça va pas être KD, ça sera lui de s'adapter, quoi. Mais par contre, tu as raison de le noter. Moi, je veux voir combien de temps, comment il va vivre cette situation. Alors peut-être qu'à ce stade de sa carrière, c'est bon, mais le fait de cohabiter avec d'autres gens un peu, tu vois, la cohabitation avec John Wall, c'était pas fou, hein. À l'époque, mais avec Russell Westbrook, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, c'est vrai. Après, ils ont été en play-off. Mais parce que la cohabitation avec John Wall, il n'y en a pas 50 où ça a bien marché. Ouais, parce que j'allais dire John Wall et Bradley Beal, c'était. En fait, et puis surtout, c'était quand. Et je trouve qu'il y avait un truc un peu traître sur cette cohabitation, c'était que tu sentais que Bradley Beal était le meilleur joueur de l'équipe. C'est un peu dur pour John Wall, parce que John Wall était un vrai bon joueur aussi, mais que le statut fait, tu vois, Wall, c'était le premier choix de la draft, il était encore dans son prime, fait que tu pouvais pas inverser, tu vois, tu peux pas, quand les deux sont dans leur prime, tu peux pas d'un coup dire, à moins que l'autre soit vraiment énorme, mais je pense que l'écart de niveau était très faible, tu peux pas d'un coup dire, attendez, on recommence tout, en fait c'est machin qui est plus fort, c'est lui notre star maintenant. Donc, je pense que c'est aussi ça qui a joué le fait qu'il a mal vécu, tu vois. Pas le même âge, pleine ascension, etc. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que, c'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais que genre John Wall était le plus talentueux, mais que Bradley Beal était le meilleur, quoi. Ouais, c'est ça. Mais si, c'est ça. C'est-à-dire que John Wall, il avait des trucs intangibles où tu dis, mais c'est dingue ce qu'il a fait et tout. Et du coup, tu peux pas dire, bah non, l'autre, il est pas meilleur, mais l'autre, il fait juste ce sur quoi il bosse à l'entraînement toute la semaine, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui, je pense aussi que Wall avait plus de talent, t'as raison. La nuance est importante. Alors vas-y, donne ton deuxième joueur du coup, Antoine. Le deuxième, c'est James Harden. Bah oui, j'étais sûr que tu allais dire James Harden. Il était dans ma liste. Bah ouais, moi aussi, ouais, en fin de liste, mais il est dedans, quoi. Alors vas-y, tu veux lancer juste la raison. En fait, la James Harden des Sixers, c'est compliqué, mais je l'ai vu jouer à Brooklyn d'une certaine manière, où je me dis, mais en fait, quand il veut, James Harden, ça peut être ultra efficace, quoi, en fait. C'est pas toujours
Mais peut-être c'est un échantillon faible sur les dernières années de sa carrière. Donc, c'est ça le problème. Tu dis c'est plus l'anomalie que la norme. Mais... Non, mais dans la mentalité. En fait, le James Harden des Nets, c'était. Dans sa psychologie, c'est pas possible parce que ça l'a saoulé d'être 6e homme à un moment. Enfin, à OKC, quand il commençait à grimper, ça l'a saoulé. Enfin, il a pas forcément toujours bien cohabité avec les stars. Et limite, c'est là où il était le plus fort, c'est vraiment quand il était star tout seul, même à Brooklyn d'ailleurs, hein, sur les échantillons dont on parlait. Il était énorme. Quand ni KD ni Kyrie étaient là, Harden était extrêmement fort. À Houston, j'en parle même pas, il est MVP. Alors, il y a d'autres joueurs autour, hein, mais c'est. Donc là, non, là en 2023, oui, je l'avais marqué parce que de facto, il était numéro 2 avec Embiid à Philadelphie, mais non, je peux pas m'y résoudre avec sa psychologie, c'est pas possible. Bah, en fait, même aux Sixers, il était bon en fait. Le problème, c'est qu'il était bon. Chaque fois qu'il a accepté d'être lieutenant, il a été bon. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ce que tu dis, Shai, dans sa tête, il revient sur bah non, c'est moi le meilleur. Bah non, je vais jouer mon truc. Et le problème, c'est que ces moments-là, c'est pas en début de saison en fait. C'est en fin de saison en playoff. Et que jusqu'à présent, et je suis le premier à dire, hein, c'est l'équipe qui a poussé les grands Warriors le plus loin. Voilà, la série Houston Warriors, c'est la seule équipe qui a été en mesure de pouvoir peut-être mettre à bas l'une des plus grandes, si ce n'est la meilleure équipe de tous les temps au basket. Mais sinon, le reste du temps, en playoff, c'est toujours moins fort qu'en saison régulière. Et ça, c'est un problème. Si t'es le lieutenant et que tu baisses un peu de volume, bah oui, ça handicape ton équipe. Mais si dans ta tête, si tout le monde pense que t'es le lieutenant, que dans ta tête, tu penses que t'es le franchise player et que tu baisses de niveau, et que le meilleur mec sur le terrain, il a pas la balle, et que lui aussi, il baisse les bras en disant « Ouais, j'ai pas la balle », comme c'était le cas pendant les derniers playoffs des Sixers, bah c'est compliqué. Donc ouais, moi, je l'avais sur la liste par principe, mais je pense que c'est un peu le mec... genre, tout le monde sait que c'est une deuxième option sauf lui, quoi. C'est un peu ça. Vous aviez d'autres noms comme ça Allez, moi j'en avais deux. Ouais, je vous en donne deux. Allez, je vous en donne deux que j'avais notés. Allez, trois. Je donne les trois comme ça. Allez, vas-y. 3 pour le prix de 2. Un autre qui était aussi sur le potentiel, pas sur le niveau, c'est Scottie Barnes des Raptors. Je pense qu'il a tous les atouts pour atteindre ce statut-là. Ouais. L'avenir le dira. Je vous donne les trois, comme ça c'est plus simple. Ouais. Puis après vous me dites ce que vous en pensez. J'avais Scottie Barnes, j'avais Brandon Ingram. Moi, il a baissé dans ma liste à cause des pépins de santé aussi. Ouais. Mais c'est quand même un joueur qui, quand il est sur le terrain, est vraiment fort. Tu sais, il a ces moments où, des fois, tu vois un match, tu te dis, mais ce mec-là, il doit être All-Star tous les ans, en fait. Quand tu prends le bon match, tu te dis, il doit être All-Star tous les ans. Et à côté de ça, tu vas voir les matchs où il est pas là parce qu'il est blessé, ou d'autres matchs où tu vas même pas reconnaître le joueur. J'arrive toujours pas à saisir, c'est un problème un petit peu de personnalité, c'est vraiment des problèmes physiques ou pas. Et le dernier que j'avais, c'est DeJounte Murray. Ouais, mais là, il était vraiment à la limite pour moi entre deuxième option et troisième option. Donc c'était le dernier de ma liste au bout du compte parce que j'arrivais pas à être sûr, quoi. J'avais aussi DeJounte Murray dans la liste. J'avais pas pensé forcément... Ouais, Ingram, c'est fou, je l'avais un peu sorti de ma tête parce que par instant, il a quasiment... il est un peu première option. Moi, je l'ai répété 15 fois ces derniers mois, mais son dernier mois de compète avec les Pelicans, c'était niveau... MVP, j'exagère, mais meilleur joueur du mois, et je crois qu'il a été meilleur joueur du mois d'ailleurs, mais ça a été le meilleur joueur de la ligue pendant toute cette période, je trouve. Il n'y a personne qui avait ce niveau de constance dans la performance. Et donc, le premier joueur dont tu parlais, pardon Théo, j'ai oublié. C'était Scottie Barnes. Scottie Barnes, ouais. Et c'est pareil, c'est à cause des performances récentes où je l'ai peut-être un peu sorti de mon esprit, où je ne savais pas trop quoi faire de lui. Mais oui, sinon il a évidemment les atouts. Si c'est le Scottie Barnes de la saison rookie, c'est complètement top deuxième option. Moi, j'avais aussi Ingram. Moi, ce qui me fait peur, c'est même pas les blessures, c'est l'ego. J'ai l'impression que Ingram, il n'a pas envie d'être deuxième. On a vu avec Team USA, ouais. Mais même avant ça, honnêtement, ça fait un moment, déjà même avec les Browns, en fait. Même avec les Browns aux Lakers, vous imaginez quand ça date, c'était il y a 6 ans. Déjà, Ingram, il n'acceptait pas beaucoup son rôle. Et je peux te dire que lui, autant il y a des mecs qui étaient dégoûtés, autant lui, il était très content de partir. Et... il faudrait regarder les matchs quand il joue contre les Browns. Je pense que ça, tu tombes sur le bon Ingram. Et il a son petit truc. Moi, c'était vraiment sur l'ego, quoi. Sur l'ego, j'ai du mal à me dire. Et je me dis que si c'est une première option, tu viseras jamais mieux qu'un premier tour de playoff. Et pourtant, j'aime le mec, hein, mais je me dis, tu peux pas viser mieux qu'un premier tour si Ingram, c'est ton meilleur joueur. Donc voilà, pour Ingram, Scottie Barnes, j'y avais pas pensé, pas du tout. Et c'était qui l'autre, pardon ? C'était DeJounte Murray. Ah ouais, DeJounte Murray, je ne l'avais pas mis. Pour moi, ce n'est pas deuxième option. Mais je vois pourquoi tu disais borderline troisième. Je l'aurais mis plus dans les trois, ouais, du coup. Ouais.
Moi, j'ai un autre meneur dans les mentions, si vous voulez. Oui, dont on n'a pas parlé. Et qui a déjà été All-Star en plus. Je roule l'idée. Non. Non, j'ai Darius Garland. Je l'ai mis aussi en troisième option, en fait. Parce que même si c'est un deuxième option, je pense aux Cavs, je pense que son vrai potentiel... Enfin, t'as une vraie bonne équipe si c'est ta deuxième option. Moi, je crois que j'aime vraiment bien l'idée d'avoir un meneur en lieutenant. Ta troisième option, pardon. Excuse-moi. Ouais, je crois que l'idée d'avoir un meneur en lieutenant, ça me plaît. Du coup, j'ai mis des joueurs qui n'auraient peut-être pas été là. En fait, moi, j'adore Garland, mais je pense que sa taille le limitera toujours défensivement et il fera de lui une cible, en fait. C'est pour ça que, tu vois, c'est vraiment pour ça que j'ai hésité. Au début, il était dans mes points d'interrogation et finalement, je l'ai mis dans ma petite sélection troisième option, vraiment pour ça. Mais sinon, j'aime beaucoup le joueur aussi. Ouais. Bah, du coup, moi, il y a un mec que j'ai cité, enfin, que j'ai dedans qu'on n'a pas du tout cité, c'est DeMar DeRozan. Ouh. Ouais. Après, il commence à se faire vieux, je reconnais. Et du coup, bon, peut-être 2023, ça devient trop limite. Peut-être tu peux plus vraiment l'avoir en deuxième option. On sait pas, c'est plus une troisième option peut-être. Bah, mais je me demande ce que ça aurait donné en fait. Même ne serait-ce que l'an dernier. Tu vois, s'il avait été aux Bucks, il fera pas aussi bien que Middleton. Ce serait moins fort que Middleton, qu'un Middleton en bonne santé en tout cas. Mais j'aurais trouvé ça intéressant. Ouais, c'est intéressant. J'y ai pensé à DeRozan, mais je savais pas trop quoi en faire, donc j'ai pas pris le risque de le mettre. Ouais, non, j'ai pensé aussi, mais pareil en fait. J'ai l'impression que c'est plus vers une troisième option, mais par contre, c'est intéressant de le noter. J'avais pensé aussi. J'ai un trou de mémoire incroyable là, pour son acolyte des Bulls, Zach LaVine. Zach LaVine, mais pareil en fait. C'est des joueurs qui sont vraiment forts, qui font des stats, mais j'ai du mal à mesurer. Alors DeRozan à ce moment de sa carrière, ce qui est dommage en fait, c'est qu'il n'ait pas été une deuxième option au moment où il était au meilleur de sa carrière, quoi. Si le DeRozan des belles années des Raptors avait été une deuxième option à ce moment-là, ça aurait été intéressant, quoi. J'ai l'impression la fenêtre a été loupée là-dessus. Ouais, même aux Spurs, c'était pas mal, ça aurait été intéressant. Mais c'est clair. Justement, en parlant des Spurs, moi j'avais Keldon Johnson pas trop mal placé non plus. Mais toujours dans le contexte des Spurs, là, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais je le vois devenir ce qu'on a vu de lui pour l'instant me fait dire qu'il peut avoir ce mix de qualité dont je parlais pour Bridges. Il y a quand même un peu des mecs qui sont capables de faire plein de choses et qui n'ont pas l'ego pour être franchise player. L'ego ni le talent d'ailleurs, mais pour être franchise player. Mais bon, ça ressemble plus à une troisième option pour l'instant. C'est marrant parce que moi, lui, j'arrive à lui faire un espèce de parallèle avec Richard Jefferson, de se dire que lui, il va être ultra précieux le moment où il sera plus tout à fait fort pour qu'on se dise est-ce que c'est une troisième option, mais où tu te diras vraiment ça sera un role player et par contre tu auras un vrai role player, quoi. Genre ça m'étonnerait pas qu'il soit titulaire ou sixième homme de luxe d'une équipe qui gagne un titre, quoi. Ouais, c'est clair, le moment où il n'y aura plus un numéro d'option devant son nom, quoi. Exactement. Et je vous donne un petit récap de notre draft, du coup. Vas-y. Allez, donc c'était 5 tours de draft de 3 joueurs. Donc, dans l'ordre, Kevin Durant, avec toutes les raisons qu'on a expliquées. Michael Bridges, Anthony Davis, premier tour. Deuxième tour, Jaylen Brown, Pascal Siakam, Bam Adebayo. Troisième tour, Paul George, Jamal Murray, Desmond Bane. Quatrième tour, Lauri Markkanen, Tyrese Haliburton, Draymond Green. Et dernier tour, Chris Middleton, Franz Wagner, Kyrie Irving. On vous invite à nous dire ce que vous avez pensé de ce classement, de cette discussion. Donnez-nous vos tops. Dites-nous ce que vous auriez vu différemment dans les commentaires. On sera ravis de lire ça et de vous répondre. Et puis, de toute façon, vous connaissez le programme. Tous les jours, CQFR, Late Session le mardi soir. Maintenant, Hoop Culture le dimanche. Vous allez en avoir vraiment marre de nous. En tout cas, nous, on n'en a pas marre de vous parler. Donc, on va continuer là-dessus. Passez une super journée et excellente semaine. Ciao. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.